Nous sommes au bord d'un bouleversement historique avec une opération qui pourrait changer à jamais l'équation à Gaza. À partir de ce soir, nous découvrirons l'opération Oz Vererev, qui signifie en hébreu « force et épée ». Nous verrons comment les forces de Tsahal ont surpris le Hamas et les préparatifs qui ont permis de décapiter en quelques minutes les hauts responsables de l'organisation terroriste ainsi que des centaines de membres du Hamas et du djihad islamique palestinien. Les cibles de la frappe aérienne étaient principalement des officiers de rang intermédiaire, notamment des commandants de compagnie, des commandants de bataillon, des commandants de bataillons adjoints et des personnalités de haut rang du gouvernement du Hamas. Malgré leur ampleur, ces frappes sont censées donner au Hamas la motivation nécessaire pour parvenir à un accord sur la restitution des otages israéliens restants. Si ces frappes ne les incitent pas à franchir cette étape, d'autres mesures seront prises, notamment l'étape finale consistant à renouveler l'opération terrestre, et les dirigeants israéliens estiment que cette stratégie permettra de détruire les capacités de gouvernement du Hamas à Gaza. En ce qui concerne les dirigeants politiques israéliens, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'à partir de maintenant, nous menons des négociations sous le feu de l'ennemi. À partir de maintenant, Israël agira avec une intensité croissante. Il a également parlé de combiner les forces avec les États-Unis contre les Houthis et a envoyé un message à Téhéran en disant que nous avons du travail à faire contre d'autres parties de l'axe du mal. À la frontière nord d'Israël, Tsahal a attaqué des positions d'artillerie en Syrie qui constituaient une menace pour l'État hébreu, tandis que les ministres de la Défense de la Syrie et du Liban ont signé un accord pour mettre fin à 2 jours d'affrontements entre le Hezbollah et les forces loyales à Al-Julani en Syrie. Quant au Hezbollah, sa faible réaction à la reprise des frappes israéliennes sur le Hamas à Gaza témoigne de son affaiblissement. Bien que le Hezbollah ait publié une déclaration condamnant les actions israéliennes, il n'a pas menacé d'attaquer Israël lui-même, ni même déclaré son soutien au Hamas. Pendant ce temps, un missile balistique tiré depuis le Yémen vers Israël a été intercepté avec succès par le système Arrow au-dessus de l'espace aérien saoudien, avant de pénétrer sur le territoire israélien. Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, revient sur les déclarations des Houthis, selon lesquelles nous sommes en guerre contre les États-Unis, et explique pourquoi l'Iran leur a demandé d'urgence de se calmer. Malgré cette demande de Téhéran, les Houthis menacent d'intensifier leurs attaques, affirmant que dans les heures et les jours à venir, nous élargirons le cercle des cibles en Israël jusqu'à ce que la situation actuelle de l'opération à Gaza soit arrêtée. Nous avons beaucoup à dire aujourd'hui, alors plongeons dans les détails. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au jour 530 de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et tous les autres groupes armés de la région qui opèrent sous la direction du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, qui est à la tête de l'axe du mal au Proche-Orient. Avant de commencer, je voudrais vous inviter à cliquer sur le bouton « S'abonner » afin de rester au courant de la vérité en temps réel et de ne jamais manquer un autre épisode de Boots on the Ground. Tôt mardi matin, les forces de défense israéliennes ont lancé une attaque de grande envergure contre le Hamas dans la bande de Gaza, avec environ 80 cibles attaquées simultanément. L'attaque, qui a duré moins de 10 minutes, a été menée à la surprise totale du Hamas et était le résultat d'une préparation opérationnelle méticuleuse qui a duré plusieurs semaines. L'opération Oz Vererev, force et épée en hébreu, qui a débuté la nuit dernière à Gaza, est l'une des plus grandes attaques préventives de décapitation de l'histoire militaire. Au cours d'une action coordonnée qui n'a duré que quelques minutes, des centaines de terroristes et de membres du Hamas ont été éliminés grâce à une collaboration extraordinaire entre le Shin Bet et l'armée de l'air. L'opération a débuté à 2h10 du matin et a impliqué des unités de l'armée de l'air et de la marine de l'armée israélienne. L'opération a été conçue par le commandement Sud, l'armée de l'air, la direction du renseignement et le Shin Bet. Elle visait à obtenir un effet opérationnel similaire à l'opération Beepers, menée contre le Hezbollah au Liban en septembre dernier. Toutefois, il s'agissait d'une attaque militaire plus traditionnelle qui nécessitait une planification très minutieuse de la part du Shin Bet, qui devait prévoir exactement où se trouveraient des dizaines d'agents spécifiques du Hamas et à quel moment ils s'y trouveraient afin de pouvoir les frapper.
Les préparatifs de l'opération ont commencé il y a plusieurs semaines et le Shin Bet n'a cessé de les affiner. Les deux Bar, Ronen Bar, chef du Shin Bet, et Tomer Bar, commandant de l'armée de l'air, ont dirigé leurs équipes d'un côté sur le plan du renseignement et de l'autre sur celui de la capacité opérationnelle. L'objectif était que, dans une fenêtre de quelques secondes, voire d'une minute, toutes les cibles soient attaquées simultanément. Cela permettrait à la fois de donner le coup d'envoi et de briser les capacités opérationnelles en assommant le Hamas exactement comme cela s'est produit pour le Hezbollah lors de l'opération Beeper au Liban. Pour mener à bien cette opération, l'armée de l'air devait réunir une armada d'avions et de véhicules de différents types, y compris des drones, des hélicoptères d'attaque et des avions de chasse. Le Shin Bet a dû s'assurer jusqu'au dernier moment que toutes les cibles de l'attaque se trouvaient bien à l'endroit prévu et s'assurer qu'aucun otage ou civil non impliqué ne se trouvait dans la zone. Ce n'est qu'après avoir reçu le feu vert de ses collaborateurs que Ronen Bar a autorisé le commandant de l'armée de l'air, le général de division Tomer Bar, à donner l'ordre de frapper. L'armée de l'air affirme qu'il s'agissait d'une opération complexe qui a nécessité la coordination de plusieurs dizaines d'avions opérant dans une zone confinée et surpeuplée et qui ont tous exécuté la frappe simultanément. L'ensemble des frappes a duré un peu plus d'une demi-heure et a visé des dizaines d'objectifs à Rafah, Khan Younes, dans les camps centraux, dans la ville de Gaza et dans la partie nord de la bande de Gaza. Les cibles comprenaient des maisons en terrasse, des quartiers généraux, des tunnels, des entrepôts et des bases que le Hamas avait reconstruites ces derniers jours. Suite à cette frappe, le point de passage de Rafah a été fermé jusqu'à nouvel ordre et l'unité du porte-parole de Tsahal en arabe a appelé les habitants de la bande de Gaza vivant dans les zones proches de la barrière frontalière à se déplacer vers l'ouest. L'ensemble de l'armée de l'air est actuellement mobilisé pour des opérations offensives afin de contrecarrer les efforts du Hamas pour mener de nouvelles attaques, constituer des forces et se réarmer. Tsahal affirme que les attaques se poursuivront autant que nécessaire et qu'elles pourraient s'étendre au-delà des opérations aériennes. Il est très important de souligner que ces frappes ont été menées alors qu'aucun progrès n'a été réalisé dans les négociations au cours des 3 dernières semaines et que Tsahal a préparé le plan opérationnel selon les directives de l'échelon politique qui mène les négociations avec les médiateurs. En outre, la décision d'étendre l'activité militaire a été prise à la suite de l'évaluation par l'échelon politique de l'enlisement des négociations. Un communiqué de Tsahal a déclaré que nous avons un plan de développement en phase et en intensité variable contre le Hamas, géré avec des évaluations continues de la situation. Nous présentons nos recommandations professionnelles à l'échelon politique. Nous avons procédé aujourd'hui à une évaluation de la situation avec la direction des otages et le chef d'état-major Zamir dans la bande de Gaza. Nous avons rencontré les commandants de la brigade Givati et nous avons inspecté l'état de préparation des forces. Tsahal a également admis que le Hamas se préparait récemment à mener des attaques contre les avant-postes de Tsahal le long de la frontière de la bande de Gaza. En ce qui concerne le risque encouru par les otages, Tsahal a déclaré que le chef d'état-major avait clairement donné pour instruction de prendre toutes les mesures de prudence et que nous étions conscients que nous ne disposions pas toujours de tous les renseignements. En d'autres termes, Tsahal reconnaît qu'il existe un risque pour la sécurité des otages, bien qu'elles fassent tout leur possible pour minimiser ce risque. Depuis le début de la première vague de frappe, mardi matin, il a été confirmé que de hauts responsables des bureaux gouvernementaux du Hamas, chargés des gouvernements de l'organisation dans la bande de Gaza, ont été éliminés. Selon les rapports des médias arabes, il s'agit notamment d'Issam El-Dalassis, haut responsable du Hamas. Il était membre du bureau politique de l'organisation chargée de gérer les affaires civiles dans la bande de Gaza, mais il n'exercera plus cette fonction. Il a également été signalé que le vice-ministre du Hamas, Mahmoud Abu Watfa, a été éliminé, ainsi que 2 autres membres du bureau politique, Mohamed El-Jamassi et Yasser Harb. Mardi soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a publié un communiqué dans lequel il déclare « Avec le ministre de la Défense, j'ai accepté la recommandation de Tsahal de reprendre les combats intenses contre le Hamas. À partir de maintenant, Israël agira contre le Hamas avec une intensité croissante et les négociations ne se dérouleront plus que sous le feu de l'ennemi. Ces derniers jours, le Hamas a senti la puissance de notre bras. Je tiens à vous assurer, ainsi qu'à eux, que ce n'est qu'un début.
Nous continuerons à nous battre pour atteindre tous les objectifs de la guerre. Gaza ne constituera pas une menace pour Israël. S'adressant aux parents des otages dont les proches sont toujours retenus en captivité, il a ajouté « Nous sommes de tout cœur avec eux. Ils vivent un cauchemar impossible chaque jour et chaque minute. » Il s'est ensuite adressé directement aux familles en déclarant « Nous sommes engagés envers vos proches, nos proches, qu'ils soient vivants ou morts. Nous l'avons déjà prouvé lors des 2 précédentes pauses à Gaza, au cours desquelles nous avons libéré 196 otages. La pression militaire est une condition nécessaire à la libération d'autres otages. Il ne s'agit pas d'objectifs contradictoires, ils sont étroitement liés. Nous sommes au cœur d'une reprise de la guerre des 7 fronts. Le Premier ministre a également évoqué le tir effectué par les Houthis ce soir en direction de la région de Be'er Sheva et du Negev en Israël et a adressé une menace implicite à l'Iran en déclarant « J'apprécie beaucoup les efforts combinés avec les Américains contre la branche. Nous avons également une lourde tâche à accomplir avec les autres éléments de l'axe du mal. Je suis certain que nous pouvons nous en occuper et que nous les vaincrons si Dieu le veut. C'est ensemble que nous agirons et c'est ensemble que nous gagnerons. » La télévision israélienne continuera à vous informer de la reprise des combats dans la bande de Gaza. Et nous vous apporterons les informations les plus précises depuis le terrain. Restez donc à l'écoute de la vérité en temps réel et ne manquez plus jamais un épisode de Boots on the Ground. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour nous aider à diffuser la vérité plus loin. Il est important de comprendre certaines choses concernant la reprise des combats dans la bande de Gaza. À la suite de la rencontre du président Trump avec les otages israéliens libérés au début du mois, il a menacé le Hamas de subir de graves conséquences s'il ne libérait pas tous les captifs. Il a également promis d'envoyer à Israël tout ce dont il a besoin pour mener à bien sa mission. Il est possible que cet engagement comprenne la fourniture d'armes qui avaient été retenues sous l'administration Biden, telles que des bombes de gros calibre et des pièces de bulldozer. Malgré ce soutien, certains affirment que le Hamas ne peut être détruit par des moyens militaires. Selon beaucoup, cette hypothèse non seulement déforme l'histoire, mais ignore également la réalité changeante de l'arène militaire et politique. Ignorant la capacité de Tsahal à stopper militairement le Hamas, cette hypothèse tient compte des contraintes auxquelles Tsahal a dû faire face au cours des 16 derniers mois et des opportunités sans précédent qui s'offriront à elle à l'avenir. Il est peut-être difficile de le croire, mais au cours de la première phase des combats, Tsahal a été contrainte d'opérer sous de sévères restrictions à l'insistance de diverses parties. Tout d'abord, les pays arabes, principalement l'Égypte, ont fait pression sur Israël pour qu'il mène ses opérations militaires de manière à éviter un déplacement massif des populations civiles de la bande de Gaza vers des zones sûres situées en dehors de la zone de conflit. Le Hamas a exploité la situation et utilisé des civils et des otages comme boucliers humains, créant des sanctuaires dans des endroits où Tsahal évitait de pénétrer. À ce stade, il a été envisagé de déplacer temporairement la population civile vers des zones voisines, ce qui aurait pu modifier l'équilibre de la bataille et supprimer l'un des principaux avantages du Hamas. En outre, Tsahal a dû faire face à des contraintes politiques extérieures. L'administration Biden et d'autres ont imposé des limites aux actions de Tsahal, y compris des attentes excessives pour éviter les pertes civiles et des pressions pour arrêter les combats dans des endroits stratégiques tels que Rafah. Toutefois, si les opérations militaires se poursuivent, elles pourraient se dérouler dans des conditions différentes, car Tsahal devrait bénéficier d'un soutien politique accru, ce qui réduirait les contraintes qui pèsent sur elle. Mais les opérations pourraient ne pas se poursuivre très longtemps. Toutefois, si les opérations militaires se poursuivent, elles peuvent se dérouler dans des conditions différentes, étant donné que l'on s'attend à ce que Tsahal bénéficie d'un soutien politique accru, ce qui réduira les contraintes qui pèsent sur ses actions. Mais les opérations pourraient ne pas se poursuivre très longtemps. Le portail d'information saoudien Al Arabiya rapporte que les médiateurs négocient et tentent de libérer un certain nombre d'otages en échange du renouvellement du cessez-le-feu, ce qui a été confirmé par des sources diplomatiques citées dans d'autres médias. Cependant, il s'agit d'une guerre de survie pour le peuple d'Israël et nous savons exactement quel est le plan directeur du Hamas et de ses alliés à notre égard, et nous n'allons donc pas les laisser l'accomplir. Ici, à TBN francophone, nous travaillons dur pour vous apporter la vérité, et si vous voulez créer plus de vidéos comme celle-ci,
Aidez-nous et soutenez-nous avec un petit don mensuel ou un grand don. Vous pouvez faire partie de la famille Boots on the Ground. Allez donc sur tbnfr.org et faites un don, car chaque euro que vous verserez sera investi dans la diffusion de la vérité sur ce qui se passe en Israël. En parlant de ce qui se passe ici en Israël, mardi soir, des sirènes ont retenti dans toute la région du Negev à la suite du lancement d'un missile balistique depuis le Yémen. L'intercepteur Arrow a été lancé depuis la région d'Eilat, dans le sud d'Israël, tandis que les habitants ont signalé une explosion lointaine entendue depuis Be'er Sheva. Des rapports ultérieurs indiquent que le missile, qui avait été tiré sur Israël par les Houthis au Yémen, a été intercepté avant de pénétrer dans l'espace aérien israélien. Après une longue période de calme sur le front yéménite, l'armée de l'air était préparée à l'éventualité que les Houthis mettent leurs menaces à exécution dans la journée et tentent de tirer en direction d'Israël. La milice iranienne au Yémen a également annoncé qu'elle renouvellerait ses attaques navales contre Israël, affirmant qu'il s'agit d'une réponse à l'arrêt de l'aide qui entre dans la bande de Gaza. Sur cette note, écoutons Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, qui nous informe sur le changement de pouvoir dans notre voisinage et sur la façon dont l'attaque américaine au Yémen a modifié la carte du pouvoir au Moyen-Orient. À vous, Mati. Si les événements de la semaine dernière ont été marqués par une progression très lente des événements, cette semaine, tout est rentré dans l'ordre au Moyen-Orient. En d'autres termes, les choses bougent ou les événements bougent à une vitesse incroyablement rapide. Plus précisément, je vais parler du changement dans les relations des États-Unis avec l'Iran, avec les Houthis et de ce qui se passe en Israël. Au cours des 2 dernières semaines, nous avons assisté à une progression très lente entre les États-Unis, Israël, le Hamas, le Hezbollah, les Iraniens, les Houthis, et puis il y a eu un mélange avec les Russes, également dans une sorte de grande marmite, des événements et des changements en cours dans la région. Cette semaine, nous assistons à quelque chose d'incroyablement différent. Ces 2 derniers jours, nous avons assisté à une augmentation spectaculaire de l'activité militaire dans la région, tant de la part d'Israël que des États-Unis. Nous allons nous concentrer dans les prochaines minutes sur ce que les États-Unis ont dit et, plus important encore, sur ce qu'ils ont fait dans cette région. C'est parti. Le président Trump a fait une déclaration incroyable, unique et très intéressante il y a quelques jours. Il dit aux Iraniens « Nous démasquons en quelque sorte, nous levons le voile sur les actions que vous menez par l'intermédiaire de mandataires. » En d'autres termes, tout ce que vous faites par l'intermédiaire des Houthis au Yémen n'est plus considéré comme des Houthis. Nous considérons que c'est vous, le gouvernement iranien, qui avez perpétré cette attaque. Il a déclaré que chaque balle qu'il tire est une balle que vous avez tirée. Cela fait suite à une très longue série de semaines au cours desquelles les rebelles Houthis au Yémen ont multiplié les menaces et les actions contre les navires de surface américains, les navires dans la région, les Saoudiens et les navires naviguant en mer. Pour rappel, la raison pour laquelle les Houthis sont un mandataire si important et un sujet de conversation est qu'ils sont assis sur le détroit menant au canal de Suez. Une grande partie du commerce mondial, je ne me souviens pas du chiffre exact, mais il s'agit d'un pourcentage à 2 chiffres du PIB mondial, passe par le Yémen pour se rendre au canal de Suez. Cela représente une tonne de pétrole. Enfin, pas une tonne, mais de très nombreuses tonnes de pétrole. Il s'agit d'une quantité incroyable de marchandises qui voyagent de l'Est vers l'Ouest et vice-versa. Ils sont donc assis sur une voie de passage très vitale par les canaux maritimes. Lorsque les Houthis commencent à menacer, à tirer et à déstabiliser la région, ils signalent à l'économie mondiale et au pouvoir en place qu'ils pourraient envisager un ralentissement de l'activité économique dans cette région. Et c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, en particulier pour la nouvelle administration américaine qui cherche à faire exactement le contraire. Elle cherche à stabiliser et à renforcer les relations dans cette région. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Houthis ont constitué une menace pour le passage par la mer. Ils ont attaqué des navires américains et israéliens. Ils ont dit ouvertement à de nombreuses reprises qu'ils continueraient à le faire tant qu'Israël ne se retirerait pas de la bande de Gaza. Nous savons tous qu'il s'agit d'une excuse. Les Houthis sont un bras armé du corps des gardiens de la révolution iranienne qui cherche à déstabiliser la région et à renforcer ses intérêts et son pouvoir dans tout ce jeu. Cela intervient après des semaines de négociations entre l'administration américaine et l'administration iranienne sur le démantèlement de leur programme nucléaire, ou plutôt de leur programme nucléaire militaire, et sur le retour à une situation où ils n'en ont pas et ils envisagent ou essaient d'envisager la levée de certaines sanctions. Les États-Unis ont maintenant adopté, depuis plusieurs semaines, une position beaucoup plus agressive dans les négociations. À quoi cela ressemble-t-il?
Les États-Unis ont déclaré sous le président Trump deux choses principales. D'une part, nous pouvons choisir la voie de la négociation, dans laquelle vous allez abandonner ou au moins réduire votre programme militaire nucléaire. Nous allons lever certaines des sanctions et nous pourrons continuer à faire des affaires comme d'habitude dans cette partie du monde. Mais, et c'est un grand mais, qui n'existait pas dans le passé, si vous ne jouez pas avec nous dans ces conditions, nous avons une option militaire et nous l'utiliserons. Les Iraniens sont intelligents. Ils n'iront jamais jusqu'à dire qu'ils rejettent tout. Ils temporisent, ils gagnent du temps, ils avancent lentement. Puis, lorsque le moment est venu, ils utilisent un mandataire pour envoyer un message. Le président Trump a fait quelque chose d'intelligent et de très audacieux. Il leur a dit « Fini les jeux de procuration ». Nous vous regardons à travers la lentille des mandataires et de ce qu'ils font, et quelle que soit l'action qu'ils entreprennent, nous vous répondrons à vous, le gouvernement iranien. C'est une situation tout à fait unique dans cette région. Tout le monde regarde ce qui se passe en ce moment. Pas seulement Israël, pas seulement les États-Unis, les autres pays de la région sont également très attentifs à la manière dont les choses vont se dérouler entre les États-Unis, les Iraniens et bien sûr Israël. Les Saoudiens ont parlé de revenir à la table des négociations pour faire partie d'un accord plus large ou d'un accord de normalisation dans cette région, dans lequel ils feraient partie d'une coalition dirigée par les États-Unis. Ce qu'ils attendent de cet accord, c'est que les États-Unis leur garantissent qu'ils seront protégés contre les Iraniens. C'est désormais chose faite. Aujourd'hui, les États-Unis prennent des mesures directes contre les mandataires iraniens d'une manière que nous n'avions jamais vue auparavant. Il y a 6 à 8 mois, une série de déclarations ont été faites par l'administration américaine, par la marine américaine, par des hauts fonctionnaires ou des officiers de haut niveau de la marine qui se sont prononcés contre la politique américaine à l'égard des rebelles Houthis. Et il ne s'agissait pas de dire que l'armée travaillait mal en termes de tactique. Il s'agissait d'une déclaration disant que l'on ne peut pas vraiment gagner une guerre si l'on joue la carte de la défense. Et c'est exactement ce à quoi le président Trump s'oppose en ce moment, en ne jouant plus la défense contre les Iraniens, mais en étant proactif et en proférant des menaces très audacieuses et très fortes à leur encontre. Et tout cela, d'où je me trouve en ce moment en Israël, est une excellente chose pour nous. Car ce dont nous avons besoin en ce moment dans cette région, c'est de clarté d'esprit, de clarté dans les déclarations et de clarté dans les actions. Cela fait des semaines que nous en parlons et nous en parlions la semaine dernière, à un moment où nous allons et venons avec le Hamas, le Hezbollah, les Iraniens, et nous avons l'impression que tout est bloqué et que tout avance lentement. Aujourd'hui, cette semaine, la croûte s'est en quelque sorte détachée et nous avons recommencé à avancer à toute allure dans une direction positive. Alors que les États-Unis traitent avec les Iraniens, Israël s'est remis à traiter avec le Hamas, qui n'a cessé d'accumuler les retards dans la mise en œuvre de la prochaine phase de l'accord. Tout cela est logique. Si l'on considère les choses dans leur ensemble, Israël et les États-Unis s'efforcent de parvenir à une résolution, car c'est ce dont nous avons besoin dans cette région. Nous ne pouvons pas négocier sans fin et revenir sur le même problème pendant des années. Nous sommes arrivés à un point où il faut maintenant de la clarté, tant dans les actions que dans les déclarations des gouvernements. Le président Trump a mené une ligne très audacieuse, appelons cela des négociations lorsqu'il s'agit de l'Iran et lorsqu'il fait des déclarations sur ce qu'ils ont l'intention de faire dans cette région. C'est une très bonne nouvelle pour les habitants du Moyen-Orient. Pour Israël, nous avons un allié solide à la Maison-Blanche qui nous soutient, nous aide et nous encourage à terminer la guerre contre le Hamas et à ramener tous les otages à la maison, ce qui est très important pour les Israéliens. Et puis, en ce qui concerne les Iraniens, un sujet qui a fait les gros titres en Israël pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, l'administration américaine adopte une ligne audacieuse et claire contre leurs actions de déstabilisation dans la région, en luttant contre leurs mandataires, en dénonçant leurs bluffs sur la guerre par procuration et leurs déclarations sur le manque d'implication, le manque d'engagement et l'indépendance des rebelles Houthis et tout le reste qu'ils affirment depuis très longtemps. Au lieu de cela, ils disent « Nous voulons négocier avec vous et si vous ne jouez pas le jeu dans un avenir très proche, nous viendrons vous chercher. » Je pense que c'est une bonne chose. Nous avons besoin d'actions rapides, décisives, claires, de déclarations claires pour apporter une solution au programme nucléaire iranien, au problème du Hamas, à la nécessité de remodeler les relations et l'équilibre des pouvoirs dans cette région et de tirer l'Égypte, la Jordanie, les Saoudiens dans une relation plus stable. Je ne veux pas parler d'un accord de paix, mais plutôt d'un accord de commerce et de partenariat qui apportera une saison de bienfaits à cette région. Parce que nous avons vu assez de guerres, assez de conflits, il est temps de passer à une période de prospérité et de paix. Et il semble que nous ayons les bonnes personnes à la tête de la Maison-Blanche et certainement du gouvernement israélien. Quoi qu'il en soit, vous devez rester au courant de tout ce qui se passe ici. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et d'aimer notre contenu pour rester au courant de tout ce qui se passe dans cette partie du monde. Et maintenant, retour à Yair Pinto. Je vous remercie, Mati, d'avoir clarifié ces questions pour nous.
Et ici, à TBN francophone, nous continuerons à vous tenir au courant de tous les développements concernant le conflit avec les Houthis au Yémen. Avant de passer à notre frontière nord avec le Liban et la Syrie et à l'escalade qui s'y déroule, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement afin de rester à l'écoute de la vérité en temps réel et de ne jamais manquer un autre épisode de Boots on the Ground. Passons maintenant à l'arène du Nord. Mardi, de nouvelles frappes israéliennes ont eu lieu en territoire syrien. Cette fois, il s'agissait de canons d'artillerie situés dans la région de Ran Arnabar, dans le sud de la Syrie, qui avaient été considérés comme une menace pour l'État d'Israël. Dans ce contexte, nous devons ajouter qu'il a été rapporté plus tôt que les ministres de la Défense de la Syrie et du Liban avaient signé un accord pour entamer un cessez-le-feu après les affrontements meurtriers qui ont commencé dimanche et se sont poursuivis pendant 2 jours. Ces affrontements, qui ont fait des victimes des 2 côtés, opposaient principalement les forces du Hezbollah aux forces loyales au régime d'Abu Muhammad al-Joulani, qui règne à Damas. Mais l'armée nationale et certaines milices locales étaient également impliquées. Un communiqué commun des ministères de la Défense syriens et libanais indique qu'un accord a été conclu sur un cessez-le-feu entre les 2 parties, avec une communication continue entre la direction des renseignements de l'armée libanaise et les renseignements syriens, afin d'éviter que la situation à la frontière entre les 2 pays ne se détériore et que des civils innocents ne perdent la vie. Pour l'instant, les armes se sont tues à la frontière syro-libanaise, mais une nouvelle flambée pourrait avoir lieu à tout moment et il n'y a presque jamais besoin de raison. Ainsi, le maire du village libanais a signalé qu'en dépit de l'accord de cessez-le-feu, des soldats syriens se livraient encore au pillage à l'intérieur du village. Dans le même ordre d'idées, le Hezbollah a fait référence aux nouvelles frappes israéliennes dans la bande de Gaza dans un communiqué publié mardi. Nous soulignons notre soutien à la résistance palestinienne et à la population de Gaza. Nous appelons les nations arabes et islamiques et tous les amoureux de la liberté à dénoncer le partenariat américano-sioniste dans la guerre contre les Palestiniens. Nous demandons à la communauté internationale de prendre des mesures urgentes pour y mettre fin. Cette déclaration remarquablement banale révèle, entre autres, à quel point la position intérieure et le pouvoir global du Hezbollah ont diminué au cours des derniers mois. Depuis l'opération Beeper, mentionnée plus haut, en septembre de l'année dernière, le Hezbollah a subi de lourdes pertes dans la guerre avec Israël et les nouvelles nominations politiques et militaires au Liban n'étaient pas son premier choix et n'ont pas amélioré sa position interne. En outre, les dommages causés à l'axe chiite iranien et les bouleversements en Syrie n'améliorent pas le statut de l'organisation terroriste libanaise à l'heure actuelle. Tous ces facteurs ne lui permettent pas d'entraîner le Liban dans une nouvelle guerre et d'être responsable de la destruction de la reconstruction de l'État après la guerre. Une telle éventualité ne ferait qu'accroître les critiques à son encontre au motif qu'elle aurait entraîné le Liban dans des guerres qui ne sont pas les siennes. Il convient toutefois de noter que ces dernières semaines, de hauts responsables du Hezbollah ont menacé de dire que la patience de l'organisation avait aussi des limites, mais que le Hezbollah aurait besoin d'une très bonne excuse pour justifier une nouvelle fois son entrée en guerre contre Israël. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à vous tenir au courant de tous les développements et nous vous demandons de nous aider à répandre la vérité en partageant nos vidéos sur YouTube, en nous suivant sur les réseaux sociaux et le plus important, priez pour la paix à Jérusalem et en vous abonnant à la chaîne YouTube. S'il y a une chose que j'ai apprise après plus de 500 jours de guerre, c'est que notre Dieu est fidèle et qu'il est le seul à avoir toutes les réponses. L'autre chose, c'est que les prières fonctionnent. Dieu écoute nos prières et accomplit des miracles tous les jours. J'ai vu tant de miracles pendant cette guerre, que ce soit des missiles qui atterrissent près des troupes de Tsahal et n'explosent pas, ou le fait de ressentir personnellement la paix de Dieu au milieu de la bande de Gaza. Il est donc très important de continuer à prier pour Israël maintenant que les combats ont repris. Venez prier pour la paix des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Continuez à prier pour qu'ils retournent sains et saufs auprès de leurs familles en Israël dès que possible. Priez pour les soldats de Tsahal, où qu'ils se trouvent, à Gaza, en Syrie, au Liban ou en Judée et Samarie. Priez pour la paix en Israël et surtout, n'oubliez pas de prier pour la paix à Jérusalem.